On a vu qu'il y avait certains problèmes avec la fonction d'activation sigmoïdale et qu'il serait bien éventuellement de trouver une autre fonction d'activation qui pourrait résoudre ces problèmes-là. Donc, je vous le rappelle, la fonction sigmoïdale qui est donnée par l'équation qui est la suivante ramène les valeurs les valeurs de x ici, ça c'est un x, c'est un réel, qui va donc de moins l'infini à plus l'infini. Et le résultat de ça ici, c'est une valeur qui est entre 0 et 1. Donc, ça ramène toutes les valeurs entre 0 et 1. C'est historiquement très populaire. Ça date des années 80. Mais il y a essentiellement trois problèmes. Comme on mentionnait dans la vidéo précédente, un neurone peut éventuellement saturer et ainsi tuer les gradients, entre guillemets. Donc, on a vu ça à la vidéo précédente ainsi qu'en classe. Autre problème, c'est que la sortie de la sigmoïde n'est pas centrée à zéro. C'est-à-dire que la sigmoïde ne retourne que des valeurs positives. Donc ça, c'est un problème. Euh, c'est un problème qu'on va voir en classe, mais je vous donne l'intuition de pourquoi c'est un problème. Hein, si on a un neurone comme celui-ci, donc ici on a un produit scalaire suivi d'une non-linéarité qui serait par exemple une sigmoïde non centrée à zéro, ben le gradient par rapport à W, qu'est-ce qui arrive à ce gradient-là lorsque le vecteur x est constitué de valeurs positives ou négatives? Donc, si la valeur de x contient que des valeurs positives, on peut voir, ou en tout cas avoir l'intuition, que le gradient sera systématiquement toujours positif. Et si x possède des valeurs négatives, mais le gradient va être très négatif, ce qui va avoir un effet de zigzag sur les mises à jour de W. Donc, au lieu de faire des mises à jour de W de façon plus cohérente et plus directe et plus linéaire, ben on va avoir un effet de zigzag et ça sera moins optimal pour l'entraînement. En fait, les détails de ça, on verra ça en classe plus formellement avec certaines preuves mathématiques, mais gardez en tête que le fait que une fonction d'activation n'est pas centrée à zéro amène une certaine instabilité au niveau de l'optimisation. Troisième problème, la sigmoïdale possède une exponentielle qui est coûteux en temps de calcul. Donc, même avec les ordinateurs très puissants d'aujourd'hui, on cherche à optimiser à mort les calculs. Entre autres, par exemple, parce que de plus en plus, on veut des réseaux de neurones qui roulent, par exemple, sur des téléphones cellulaires ou sur des petites caméras qui possèdent une électronique assez limitée. Donc, si on pouvait éventuellement se débarrasser d'un calcul comme une exponentielle, ça serait bien. Donc, ça, ce sont trois problèmes que, au fil des années, les chercheurs ont essayé de résoudre avec d'autres fonctions d'activation. Probablement que la première fonction d'activation qui a été proposée en solution à la sigmoïde, c'est la tangente hyperbolique. Donc, essentiellement, la tangente hyperbolique euh, prend en entrée x une valeur c'est un réel entre moins l'infini plus l'infini. Par contre, la sortie de la tangente hyperbolique, c'est une valeur qui va entre moins 1 et plus 1. Donc, ce sont des valeurs qui sont centrées à zéro. Donc, ça, c'est très bien d'un point de vue d'optimisation. Ça fait une optimisation qui est plus fluide, plus linéaire, si on veut dire, et qui a moins de zigzag dedans. Encore là, on verra ça en classe, en quoi ça consiste. Par contre, on a toujours le problème de disparition du gradient, c'est-à-dire que dès que la valeur ici de x est grande, on voit que le neurone va éventuellement saturer. Donc, le neurone plus x va être grand, plus le neurone, tout ce qui va être capable de ressortir, c'est la valeur de plus 1. Et si x est très négatif, la seule chose qu'il sera capable de faire, c'est de retourner la valeur de moins 1. Et on voit bien ici que la pente, quand x est grand, est très positif ou x est très négatif, la pente est égale à 0. Donc, ça amène une disparition du gradient, ce qui est un problème. Dans les années 2000, une fonction d'activation a été proposée qui est devenue extrêmement populaire. À ma connaissance, c'est celle qui est encore aujourd'hui la plus fréquemment utilisée. C'est celle qui s'appelle ReLU ou Rectify Linear Unit. En fait, c'est vraiment très simple. C'est une fonction qui prend la valeur de x et la compare à 0. Donc, si x est supérieur à 0, on garde x. Si x est inférieur à 0 et est négatif, on remplace la valeur de x par 0. Donc, il n'y a aucune saturation. Donc, on voit ici que à tout le moins du côté positif. Donc, plus x est grand, plus la valeur retournée par relu va être grande aussi. Donc, il n'y a aucune saturation, je dirais, ici du côté positif. Du côté positif.
C'est super rapide parce qu'il y a pas d'exponentiel à calculer, donc c'est juste une comparaison par rapport à zéro. Donc ça, c'est super rapide. Et ça converge beaucoup plus rapidement que la sigmoïde ou la tangente hyperbolique. On parle de 5 à 10 fois plus vite. Je vous recommande d'aller sur le site web de Stanford dont j'ai donné le lien dans la vidéo précédente, où vous pouvez tester différents réseaux avec, par exemple, des tangentes hyperboliques, des sigmoïdes, mais aussi ReLU. Et vous verrez qu'avec ReLU, la convergence est plus rapide. Donc ça, c'est bien. Par contre, la sortie de la ReLU n'est pas centrée à zéro. On le voit très bien ici. La sortie de la ReLU, c'est ou bien positif ou bien zéro, donc c'est jamais négatif. Donc ça, c'est un peu un problème. Encore là, ça amène un peu d'instabilité au niveau de l'optimisation. Ça amène des zigzags, si on veut. Et aussi, ben, lorsque la valeur de x est négative, ben, il n'y a aucun gradient. Donc, le gradient va éventuellement mourir quand les valeurs de x sont négatives. Donc, ça aussi, ça peut être vu comme étant un problème. Donc, dans les années 2010 et plus, certaines fonctions d'activation ont été proposées, comme par exemple ELU, donc Exponential Linear Unit, donc qui est donné ici en haut à droite, l'équation est ici. Donc, c'est un ReLU. Alors, dès que la valeur de x est positive, on retourne x. Sinon, on retourne une fonction qui est comme celle-ci. Donc, ça a tous les avantages du ReLU d'une certaine façon. C'est-à-dire que du côté positif, il n'y a aucun gradient qui meurt, ainsi que quand on a une valeur de x qui est positive, les temps de calcul pour retourner la valeur de élu, c'est très rapide, c'est juste une comparaison par rapport à zéro. La sortie est un peu plus centrée à zéro, donc ça c'est bien, c'est-à-dire que le élu peut retourner des valeurs négatives. La sortie de élu, je vous rappelle, c'est entre moins 1 et plus l'infini. Donc, il y a quand même des valeurs négatives parfois, donc ça c'est bien. Les gradients meurent plus lentement, donc le ReLU, les gradients meurent très rapidement. Là, dès que c'est le moindrement négatif, la valeur est nulle, donc le gradient meurt. Ici, il y a une certaine transition, et c'est un peu l'idée, là. Donc, les gradients vont finir par mourir, mais disons plus lentement. Le problème, c'est qu'on a rajouté une fonction exponentielle, ce qui est coûteux, et ce qui explique peut-être pourquoi ILU est relativement peu utilisée, quoique on la voit parfois de temps en temps dans les articles scientifiques. Une fonction qui est très populaire, c'est la Leaky ReLU, donc Leaky Rectified Linear Unit, qui ni plus ni moins donc prend en entrée une valeur qui va de moins l'infini, donc une valeur réelle, euh, une valeur réelle ici, donc x c'est une valeur réelle, et ce que la Leaky ReLU retourne, c'est également une valeur réelle qui va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, il n'y a aucune saturation, ni du côté positif, ni du côté négatif. Ça, c'est super. C'est ultra rapide. Ça converge beaucoup plus vite que les sigmoïdes et tangentes hyperboliques. Les gradients ne meurent jamais. Il n'y a pas de calcul exponentiel. Donc, tout ça, c'est bien. Le seul petit inconvénient, c'est qu'ici, 0.01, c'est un hyperparamètre, un énième hyperparamètre qu'on va devoir trouver par validation, par recherche d'hyperparamètres. Donc ça, c'est un peu un inconvénient. Mais souvent, le Leaky ReLU, c'est vu comme étant une belle alternative au ReLU normal. Sinon, encore là, dans les années 2010, une autre solution au Leaky ReLU, c'est le paramétrique ReLU, le P-ReLU. C'est la même chose que le Leaky ReLU, à la différence que le 0.01 qu'on avait, ou enfin l'hyperparamètre, on l'a remplacé ici par une variable qui est un paramètre. Donc, ça devient un paramètre de notre réseau. Et ça, c'est un paramètre qu'on est capable d'optimiser par descente de gradient. Donc, on est capable de calculer la dérivée de L, donc la loss, par rapport à notre alpha ici, parce que alpha, c'est simplement alpha fois x. Donc, on est capable de calculer ça ici. Et donc, si on est capable de calculer le gradient de L par rapport à alpha, ça veut dire qu'alpha devient un paramètre qu'on peut apprendre. Donc, ce n'est plus un hyperparamètre qu'on a fixé, mais c'est quelque chose qu'on apprend. Donc, le paramétrique ReLU, c'est souvent vu comme étant l'optimal, même si, pour des raisons un peu historiques, le ReLU de base est encore très répandu.
Donc, si je résume, en pratique, par défaut, souvent les gens vont utiliser le ReLU, souvent parce que par défaut, les réseaux de neurones utilisent la ReLU. Même si on donne l'option d'en utiliser d'autres, les gens utilisent les configurations par défaut. Il est toujours très fortement recommandé d'essayer d'autres fonctions d'activation, donc Liquid ReLU, Parametric ReLU et LU, juste pour voir si ça permettrait pas d'améliorer les résultats sur le problème que vous avez en face de vous. Sinon, vous pouvez toujours essayer la tangente hyperbolique, quoique on est en droit de pas s'attendre à grand chose et ne jamais utiliser de sigmoïde. C'est vraiment un artefact du passé. Sauf, il y a une seule exception pour l'utilisation de la sigmoïde, c'est à la sortie d'un réseau de neurones à deux classes. Donc, je vous rappelle que si vous avez un certain réseau de neurones à deux classes et que, donc, on a un réseau de neurones qui possède plusieurs couches, comme ça ici, plusieurs couches. Chaque couche ici possède plusieurs neurones. Voilà, comme ça ici. Et chacune des couches sont connectées les unes aux autres. Donc, je mets juste ici une grosse flèche, juste pour illustrer que tous les neurones sont connectés ensemble. Et à la fin, on a un seul neurone. Donc, tous les neurones de la dernière couche sont connectés à lui. Et que en sortie, on a la probabilité d'avoir la classe C1 étant donné X. Si c'est ça qu'on veut pour avoir une classification de classes, ben là, ici, il serait tout à fait justifié d'utiliser la sigmoïde dans ce neurone de sortie. Mais ça, c'est la seule exception. Tous les autres neurones des couches cachées ne devraient pas avoir la sigmoïde pour les raisons mentionnées précédemment.